On va demander à Élise du coup de nous parler de l'éco-responsabilité dans notre pratique médicale, un sujet plus que jamais d'actualité. Je remercie vivement Vincent pour m'avoir proposé ça comme topo et j'ai accepté tout de suite. Alors je ne suis pas neutre dans l'histoire puisque j'ai un conflit d'intérêts. Je fais partie d'une association sur la transition écologique depuis maintenant 4 ans de façon assez active. Mais je vous assure, je vais essayer d'être le plus objectif possible dans ma présentation. Donc déjà, on va essayer d'être un petit peu EBM, on va dire. Le rapport du GIEC, c'est le rapport scientifique qui regarde un petit peu le réchauffement climatique. Et donc le réchauffement climatique, ce n'est pas une illusion. Et c'est directement lié à la concentration en émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et ces concentrations n'ont jamais été aussi élevées qu'en 2019, et donc ça augmente progressivement. Et quand on regarde le schéma qui est ici, les enfants qui naissent actuellement vont avoir un réchauffement climatique très important, et même dans les meilleurs scénarios, on va arriver à plus 3 degrés par rapport à 1900, ce qui n'est pas rien, puisque le réchauffement climatique peut entraîner des famines, des migrations, des sécheresses importantes, l'augmentation du niveau de l'eau, etc. Donc le GIEC confirme que le niveau de réchauffement et de transformation du monde que connaîtront les générations actuelles et futures dépend des choix qui sont faits aujourd'hui et à court terme. Et pour vous le montrer, ce schéma, donc c'est les émissions de gaz à effet de serre. Si on n'agit pas rapidement et drastiquement, la température va augmenter beaucoup. Donc si on veut se limiter à 1,5 degré d'augmentation en 2100, il va falloir faire vite. Mais bien. Donc d'où viennent ces émissions de gaz à effet de serre? Alors essentiellement de l'industrie, du secteur des transports, des bâtiments, de l'énergie, mais on ne parle pas trop de la santé. Alors la santé, c'est un peu plus récent, au niveau de la COP 26, donc en 2021 à Glasgow, où il y a une charte qui a été faite pour rendre la santé un petit peu plus durable. Et il y a eu 50 pays signataires, mais pas la France. Et les États-Unis ont signé. Alors en France, quand même, on fait certaines choses. Donc en 2020, il y a eu le plan de transformation de l'économie française juste avant les élections présidentielles. Et dans ce plan de transformation, ils ont fait appel à une association dirigée par Jean Covici qui a fait une sorte d'état des lieux des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de la santé. Et donc on se rend compte que la santé représente 8% des émissions de gaz à effet de serre en France, et que 40% c'est le milieu hospitalier. Donc nous sommes directement concernés. Quand on regarde un peu plus précisément par poste les émissions de gaz à effet de serre, on se rend compte que les médicaments et les dispositifs médicaux représentent 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, alors c'est bien sûr de la conception à la fabrication, à l'acheminement, mais c'est quand même un poste assez important. Plus récemment, en mai 2023, donc après l'élection présidentielle, il y a eu la planification écologique du système de santé. Donc c'est un peu une révolution. Et cette planification a été confiée à la première ministre et non au ministre délégué. Donc c'est assez novateur et ça porte sur 7 champs d'action. Et le but, c'est de diminuer de 5% l'émission de gaz à effet de serre jusqu'en 2050. Alors concernant les déchets, puisque c'est un des champs d'action dans la santé, il y a depuis 2016 5 déchets qui doivent être triés, donc papier, carton, métal, plastique, verre et bois. Mais actuellement, on en est même à 8 flux, et notamment avec la loi AGEC qui nécessite de trier à la source les biodéchets. Et depuis 2023, le plâtre et les fractions minérales, et bientôt, en plus, les textiles en 2025. Si ce tri n'est pas fait, il peut y avoir des sanctions, voire des emprisonnements ou des amendes qui peuvent être assez élevées. Alors, quelques chiffres sur le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph. Les ordures ménagères, 1100 tonnes par an
Ça correspond à 2 Airbus A380 par an. Les biodéchets, alors c'est que le self, c'est pas les plateaux repas des patients. C'est 10 Twingo par an qui sont jetés. D'accord ? Donc ça fait réfléchir un petit peu. Je vous passe le reste, mais ça donne le vertige. Les DAOM, donc les déchets assimilés aux ordures ménagères, en 10 ans, ça a presque doublé. Alors, je pense que le Covid est passé par là et ça a un peu majoré les choses, mais il faut se poser des questions quand même. Alors à l'hôpital Saint-Joseph, on est plutôt un bon exemple, comme le montre cet article qui est paru dans le quotidien il n'y a pas si longtemps. Et on essaie de donner l'exemple, donc je vais vous montrer comment. On a 8 filières de tri différents, qui sont un peu différents à HML et à Saint-Joseph. Et à Saint-Joseph, c'est plus le papier et le carton qui sont triés. Dans la santé, les postes les plus émetteurs d'émissions de gaz à effet de serre, c'est la réanimation, les soins intensifs, le bloc opératoire et l'endoscopie. Alors ça tombe bien, nous on fait partie de 2 d'entre eux, donc il va falloir faire des efforts. C'est quoi un soin éco-responsable ? C'est un soin qui a qualité, sécurité et pertinence égales et moins impactant pour l'environnement. Donc on ne fait pas moins bien si on fait de l'écologie. Et donc il faut se baser sur la règle des 5 R. Donc refuser le paquet de compresses en plus sur la table opératoire si on n'en a pas besoin. Réduire la pointe de bistouri en plus, ça n'apporte pas forcément grand-chose en plus. Réutiliser, s'il y a une paire de gants sur la table et qu'on ne l'a pas utilisée, on peut la réutiliser derrière. Recycler, on l'a déjà vu, et rendre à la terre. Donc ça c'est tout concernant les biodéchets, c'est pas encore pour les pièces opératoires. Au bloc opératoire, beaucoup de choses sont mises en place. Il y a eu une Green Team, donc une équipe qui est composée de médecins, d'infirmières, de pharmaciens, voilà, depuis environ 4 ans, qui a fait beaucoup un état des lieux au bloc opératoire pour trouver des solutions. Et donc il y a une Green Zone qui a été mise en place avec plein de filières de tri différents. Encore faut-il qu'ils soient bien faits. Les cupules qui avant tout étaient en plastique jetable maintenant sont réutilisables et il y a aussi les lames de laryngoscope où on a eu un budget par l'ARS pour avoir des lames réutilisables et stérilisables. Et donc on espère bientôt avoir le label Green Block, alors, qui est purement honorifique mais qui permettra de montrer l'exemple aux autres. En endoscopie, ça bouge aussi. En 2021, la SFED a mis en place une commission d'écolo en endoscopie et je vous conseille fortement d'aller voir sur la SFED les fiches qui ont été faites par ce comité, qui sont très très bien faites, pratiques et assez ludiques. En 2022, des recommandations aussi pour une pratique plus éco-responsable en endoscopie par les États-Unis, l'Europe, la Grande-Bretagne, enfin ça bouge. Et une étude strasbourgeoise qui a même poussé pour voir quelle était l'empreinte carbone d'une endoscopie. Et on se rend compte qu'une endoscopie, c'est l'équivalent de 100 km en voiture. C'est pas rien. Là-bas, ce qui est retrouvé comme étant le plus émetteur de gaz à effet de serre, c'était les transports et tous les équipements autour du patient de surveillance. Alors, quelques pistes pour essayer de limiter cette empreinte carbone en endoscopie. Le choix du matériel utilisé, on va avoir plusieurs polyparéséqués. Peut-être penser à une anse hybride au lieu d'utiliser une anse froide puis une anse diathermique derrière. Améliorer la pertinence de nos actes. Trop d'endoscopies sont répétées à intervalles trop courts et donc ça fait des endoscopies en plus. Donc respectons les intervalles. Diminuer le nombre de prélèvements histologiques, refaire des biopsies à la recherche des Helicobacter pylori pour la 5e fois chez un même patient, ça ne sert à rien. Limiter le nombre de flacons à biopsie, le formol ça se recycle pas, c'est très compliqué dans la filière de recyclage, les pots non plus, et donc par exemple quand on fait l'exérèse de plein de petits polypes millimétriques, on s'en fiche de savoir à quel niveau ils se situent, puisque la surveillance est essentiellement sur la taille, l'histologie, donc on se fiche de savoir où ils sont. Donc on peut mettre tout dans le même pot.
La téléconsultation, à y penser, donc pour les consultations d'anesthésie, bien sûr, mais aussi pour nos consultations où on n'a pas besoin d'examen clinique, donc il faut y penser. Alors bien sûr, la téléconsultation a certaines limites. Et je terminerai par dire qu'il faut aussi faire attention à nos déplacements, notamment pour des congrès. Alors je vais peut-être en vexer certains ici. Se déplacer à l'autre bout du monde pour 2-3 jours, il va peut-être falloir revoir un petit peu nos pratiques aussi. Donc les points forts, il y a du changement, il y a une prise de conscience, donc c'est très bien parce qu'il va falloir faire vite. Les priorités, c'est tout ce qui limitera les émissions de gaz à effet de serre. Ça passe par l'éducation, par la communication. Une santé éco-responsable, ça doit se faire au niveau de la nation, peut-être de façon internationale, mais ça commence par chacun d'entre nous, au niveau individuel. Et bien sûr, pas que au travail, dans la vie privée aussi. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci Lise pour ta présentation, qui était très intéressante. Moi j'ai juste un commentaire. On base tous sur nous, praticiens, ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, mais on ne parle pas du tout de l'industrie des laboratoires. C'est quand même eux qui conçoivent tout le matériel, qui nous livrent le matériel dans plein de cartons, plein de papiers, tout ça, ça part à la poubelle. C'est aussi à eux de faire des efforts. Donc ça, c'est le travail qui est en amont de nous et on n'en parle jamais. Donc je trouve ça vraiment dommage de ne pas mettre aussi le point sur ça. Je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça que j'ai bien noté que 50% quand même, c'est les médicaments et les dispositifs médicaux. Donc effectivement, l'industrie a un gros rôle dedans. Et nous, parallèlement, faut sanctionner, par exemple, la pile pour les vidéocapsules, pour le petit aimant aussi, pousser les labos à trouver des filières de recyclage aussi derrière, ou savoir faire pression un petit peu sur les labos. Je suis tout à fait d'accord. Élise, le quid du jetable, parce que tout jetable, tout stérilisable, on a tout à fait complètement délaissé. Je pense que c'est ça en fait qui a fait transiter. Enfin, on est passé de tout ce qu'on là les anuscopes donc est-ce qu'ils sont triés les anuscopes qu'on jette? Ah non, pas du tout. C'est du plastique qui va directement à la poubelle. Pareil, en consultation, pour nous, ça coûte trop cher de stériliser, donc on jette une pince qui a servi une demi-seconde à tenir un morceau de peau. C'est assez choquant, mais faut jongler avec les normes et avec le reste. Mais effectivement, c'est le jetable qui, pour moi, c'est... Ouais. Effectivement, il faut essayer de mettre en place toutes les filières de recyclage parce que le métal, ça se recycle. Et donc, il faut qu'on essaie de mettre ça en place, tous ensemble. Je voulais simplement vous rassurer parce que je représente l'industrie. Donc, il y a un très bon mouvement, au moins en France. Nous sommes obligés de prouver que nous répondons aux exigences écologiques pendant les appels d'offres. Donc, on a une course contre le montre, tous les labos, pour obtenir un label, on le dit, EcoVadis, qui s'appelle, pour notamment montrer qu'on gère bien l'écologie. Donc c'est en cours. Et je pense c'était l'initiative des hôpitaux qui est super intéressante et qui nous oblige d'aller plus vite. Voilà, pour vous dire, Simon. C'est une très bonne chose. Merci. Dernière question. Merci de votre présentation, qui est un sujet majeur. Moi, je suis médecin de l'assistance publique et je voulais avoir votre avis sur le fait que nous avons 2 gardes d'endoscopie à l'assistance publique et nous utilisons maintenant, et nous allons, alors pas le choix en fait, uniquement des endoscopes à usage unique. Alors j'ai assisté au GIFOD à la présentation de M. Pioche, extrêmement intéressant sur l'impact écologique des endoscopes à usage unique, et je trouve que c'est assez affolant, et je voulais savoir quelle était votre position là-dessus. Merci.
Effectivement, c'est affolant d'avoir du jetable dans ça, mais après, ça demande une réorganisation, ça demande du personnel. Le personnel, ça coûte cher. Pour l'assistance publique, voilà, ça va prendre en compte. Et malheureusement, dans le monde actuel, et pas que en médecine, l'argent décide un petit peu de tout. Et donc, je pense qu'ils ont fait leurs calculs. Et voilà. Mais peut-être qu'avec des sanctions et une obligation de baisser de 5% les émissions de gaz à effet de serre dans le futur, avec cette planification qui est en cours, peut-être qu'on aura un petit peu plus de poids pour faire pencher la balance. J'espère. Merci beaucoup, Élise.